Seconde partie. L'entrée dans le monde. 16e section. Monsieur, lui dit Eugène en cachant avec peine un tremblement convulsif, après ce que vous m'avez confié, vous devez comprendre qu'il m'est impossible de vous avoir des obligations. Eh bien, vous m'auriez fait de la peine de parler autrement, reprit le tentateur. Vous êtes un beau jeune homme, délicat, fier comme un lion et doux comme une jeune fille. Vous seriez une belle proie pour le diable. J'aime cette qualité des jeunes gens. Encore 2 ou 3 réflexions de haute politique, et vous verrez le monde comme il est. En y jouant quelques petites scènes de vertu, l'homme supérieur y satisfait toutes ses fantaisies aux grands applaudissements des niais du parterre. Avant peu de jours, vous serez à nous. Ah, si vous vouliez devenir mon élève, je vous ferais arriver à tout. Vous ne formeriez pas un désir qu'il ne fût à l'instant comblé, quoi que vous puissiez souhaiter. Honneur, fortune, femme, on vous réduirait toute la civilisation en ambroisie. Vous seriez notre enfant gâté, notre Benjamin, nous nous exterminerions tous pour vous, avec plaisir. Tout ce qui vous ferait obstacle serait aplati. Si vous conservez des scrupules, vous me prenez donc pour un scélérat. Eh bien, un homme qui avait autant de probité que vous croyez en avoir encore, monsieur de Turenne, faisait sans se croire compromis de petites affaires avec des brigands. Vous ne voulez pas être mon obligé, hein? Qu'à cela ne tienne, reprit Vautrin en laissant échapper un sourire. Prenez ces chiffons et mettez-moi là-dessus, dit-il en tirant un timbre, là, en travers. Accepté pour la somme de 3500 francs, payable en 1 an. Et daté. L'intérêt est assez fort pour vous ôter tout scrupule. Vous pouvez m'appeler juif et vous regarder comme quitte de toute reconnaissance. Je vous permets de me mépriser encore aujourd'hui, sûr que plus tard, vous m'aimerez. Vous trouverez en moi de ces immenses abîmes, de ces vastes sentiments concentrés que les niais appellent des vices. Mais vous ne me trouverez jamais ni lâche, ni ingrat. Enfin, je ne suis ni un pion, ni un fou, mais une tour, mon petit. Quel homme êtes-vous donc? S'écria Eugène. Vous avez été créé pour me tourmenter. Mais non, je suis un bonhomme qui veut se crotter pour que vous soyez à l'abri de la boue pour le reste de vos jours. Vous vous demandez pourquoi ce dévouement? Eh bien, je vous le dirai tout doucement quelques jours, dans le tuyau de l'oreille. Je vous ai d'abord surpris en vous montrant le carillon de l'ordre social et le jeu de la machine. Mais votre premier effroi se passera comme celui du conscrit sur le champ de bataille, et vous vous accoutumerez à l'idée de considérer les hommes comme des soldats décidés à périr pour le service de ceux qui se sacrent rois eux-mêmes. Les temps sont bien changés. Autrefois on disait à un brave « Voilà 100 écus, tue-moi monsieur un tel », et l'on soupait tranquillement après avoir mis un homme à l'ombre pour un oui, pour un non. Aujourd'hui je vous propose de vous donner une belle fortune contre un signe de tête qui ne nous compromet en rien, et vous hésitez. Le siècle est mou. Eugène signa la traite et l'échangea contre les billets de banque. Eh bien, voyons. Parlons raison, reprit Vautrin. Je veux partir d'ici à quelques mois pour l'Amérique, aller planter mon tabac. Je vous enverrai les cigares de l'amitié. Si je deviens riche, je vous aiderai. Si je n'ai pas d'enfant, cas probable, je ne suis pas curieux de me replanter ici par bouture. Eh bien, je vous léguerai ma fortune. Est-ce être l'ami d'un homme? Mais je vous aime, moi. J'ai la passion de me dévouer pour un autre. Je l'ai déjà fait. Voyez-vous, mon petit, je vis dans une sphère plus élevée que celle des autres hommes. Je considère les actions comme des moyens, et ne vois que le but. Qu'est-ce qu'un homme pour moi? Ça, fit-il en faisant claquer l'ongle de son pouce sur une de ses dents. Un homme est tout ou rien. Il est moins que rien quand il se nomme Poiret. On peut l'écraser comme une punaise. Il est plat et il pue. Mais un homme est un dieu quand il vous ressemble. Ce n'est plus une machine couverte en peau, mais un théâtre où s'émeuvent les plus beaux sentiments. Et je ne vis que par les sentiments. Un sentiment, n'est-ce pas le monde dans une pensée? Voyez le père Goriot. Ces 2 filles sont pour lui tout l'univers. Elles sont le fil avec lequel il se dirige dans la création. Eh bien, pour moi qui ai bien creusé la vie, il n'existe qu'un seul sentiment réel, une amitié d'homme à homme. Pierre et Jaffier, voilà ma passion.
Je sais Venise sauvée par cœur. Avez-vous vu beaucoup de gens assez poilus pour, quand un camarade dit allons enterrer un corps, y aller sans souffler mot ni l'embêter de morale? J'ai fait ça, moi. Je ne parlerai pas ainsi à tout le monde. Mais vous êtes un homme supérieur, on peut tout vous dire. Vous savez tout comprendre. Vous ne patouillerez pas longtemps dans les marécages, où vivent les crapoussins qui nous entourent ici. Eh bien, voilà qui est dit. Vous épouserez. Poussons chacun nos pointes. La mienne est en fer et ne me lie jamais. Hé hé. Vautrin sortit sans vouloir entendre la réponse négative de l'étudiant, afin de le mettre à son aise. Il semblait connaître le secret de ces petites résistances, de ces combats dont les hommes se parent devant eux-mêmes et qui leur servent à se justifier leurs actions blâmables. Qu'il fasse comme il voudra. Je n'épouserai certes pas mademoiselle Taillefer, se dit Eugène. Après avoir subi le malaise d'une fièvre intérieure que lui causa l'idée d'un pacte fait avec cet homme dont il avait horreur, mais qui grandissait à ses yeux par le cynisme même de ses idées et par l'audace avec laquelle il étreignait la société, Rastignac s'habilla, demanda une voiture et vint chez madame de Restaud. Depuis quelques jours, cette femme avait redoublé de soins pour un jeune homme dont chaque pas était un progrès au cœur du grand monde, et dont l'influence paraissait devoir être un jour redoutable. Il paya messieurs de Trailles et d'Ajuda, joua au whist une partie de la nuit, et regagna ce qu'il avait perdu. Superstitieux comme la plupart des hommes dont le chemin est à faire, et qui sont plus ou moins fatalistes, il voulut voir dans son bonheur une récompense du ciel pour sa persévérance à rester dans le bon chemin. Le lendemain matin, il s'empressa de demander à Vautrin s'il avait encore sa lettre de change. Sur une réponse affirmative, il lui rendit les 3000 francs en manifestant un plaisir assez naturel. Tout va bien, lui dit Vautrin. Mais je ne suis pas votre complice, dit Eugène. Je sais, répondit Vautrin en l'interrompant. Vous faites encore des enfantillages. Vous vous arrêtez aux bagatelles de la porte. Troisième partie. Trompe la mort. 17e section. 2 jours après, Poiret et mademoiselle Michonneau se trouvaient assis sur un banc, au soleil, dans une allée solitaire du jardin des plantes, et causaient avec le monsieur qui paraissait à bon droit, suspect à l'étudiant en médecine. Mademoiselle, disait monsieur Gondureau, je ne vois pas d'où naissent vos scrupules. Son Excellence, monseigneur le ministre de la police générale du royaume. Ah! Son Excellence monseigneur le ministre de la police générale du royaume, répéta Poiret. Oui, son Excellence s'occupe de cette affaire, dit Gondureau. À qui ne paraîtra-t-il pas invraisemblable que Poiret, ancien employé, sans doute homme de vertu bourgeoise, quoique dénué d'idées, continua d'écouter le prétendu rentier de la rue de Buffon, au moment où il prononçait le mot de police, en laissant ainsi voir la physionomie d'un agent de la rue de Jérusalem à travers son masque d'honnête homme. Cependant, rien n'était plus naturel. Chacun comprendra mieux l'espèce particulière à laquelle appartenait Poiret, dans la grande famille des niais, après une remarque déjà faite par certains observateurs, mais qui jusqu'à présent n'a pas été publiée. Il est une nation plumigère, serrée au budget entre le premier degré de latitude qui comporte les traitements de 1200 francs, espèce de Groenland administratif, et le troisième degré où commencent les traitements un peu plus chauds de 3 à 6000, région tempérée, où s'acclimate la gratification, où elle fleurit malgré les difficultés de la culture. Un des traits caractéristiques qui trahit le mieux l'infirme étroitesse de cette gent subalterne est une sorte de respect involontaire, machinal, instinctif, pour ce grand lama de tout ministère, connu de l'employé par une signature illisible et sous le nom de Son Excellence Monseigneur le Ministre. 5 mots qui équivalent à l'Il Bondo Cani du calife de Bagdad et qui, aux yeux de ce peuple aplati, représentent un pouvoir sacré, sans appel. Comme le pape pour les chrétiens, Monseigneur est administrativement infaillible aux yeux de l'employé. L'éclat qu'il jette se communique à ses actes,
à ses paroles, à celles dites en son nom. Il couvre tout de sa broderie et légalise les actions qu'il ordonne. Son nom d'excellence, qui atteste la pureté de ses intentions et la sainteté de ses vouloirs, sert de passeport aux idées les moins admissibles. Ce que ces pauvres gens ne feraient pas dans leur intérêt, ils s'empressent de l'accomplir dès que le mot Son Excellence est prononcé. Les bureaux ont leur obéissance passive, comme l'armée a la sienne. Système qui étouffe la conscience, annihile un homme et finit, avec le temps, par l'adapter comme une vis ou un écrou à la machine gouvernementale. Aussi, M. Gondureau, qui paraissait se connaître en homme, distingua-t-il promptement en Poiret un de ces niais bureaucratiques et fit-il sortir le Deus ex machina, le mot talismanique de Son Excellence, au moment où il fallait, en démasquant ses batteries, éblouir le Poiret, qui lui semblait le mâle de la Michonneau, comme la Michonneau lui semblait la femelle du Poiret. Du moment où son Excellence elle-même, son Excellence, monseigneur le... Ah, c'est très différent, dit Poiret. Vous entendez, monsieur, dans le jugement duquel vous paraissez avoir confiance, reprit le faux rentier en s'adressant à mademoiselle Michonneau. Eh bien, son Excellence a maintenant la certitude la plus complète que le prétendu Vautrin, logé dans la maison Vauquer, est un forçat évadé du bagne de Toulon, où il est connu sous le nom de Trompe-la-Mort. Ah, Trompe-la-Mort, dit Poiret. Il est bien heureux s'il a mérité ce nom-là. Mais oui, reprit l'agent, ce sobriquet est dû au bonheur qu'il a eu de ne jamais perdre la vie dans les entreprises extrêmement audacieuses qu'il a exécutées. Cet homme est dangereux, voyez-vous. Il a des qualités qui le rendent extraordinaire. Sa condamnation est même une chose qui lui a fait, dans sa partie, un honneur infini. C'est donc un homme d'honneur, demanda Poiret. À sa manière. Il a consenti à prendre sur son compte le crime d'un autre, un faux commis par un très beau jeune homme qui l'aimait beaucoup, un jeune Italien assez joueur, entré depuis au service militaire, où il s'est d'ailleurs parfaitement comporté. Mais si son Excellence le ministre de la Police est sûr que monsieur Vautrin soit Trompe-la-Mort, pourquoi donc aurait-il besoin de moi dit mademoiselle Michonneau. Ah oui, dit Poiret, si en effet le ministre, comme vous nous avez fait l'honneur de nous le dire, a une certitude quelconque. Certitude n'est pas le mot, seulement on se doute. Vous allez comprendre la question. Jacques Collin, surnommé Trompe-la-Mort, a toute la confiance des trois bagnes, qui l'ont choisi pour être leur agent et leur banquier. Il gagne beaucoup à s'occuper de ce genre d'affaires qui nécessairement veut un homme de marque. Ah ah, comprenez-vous le calembour, mademoiselle dit Poiret. Monsieur l'appelle un homme de marque, parce qu'il a été marqué. Le faux Vautrin, dit l'agent en continuant, reçoit les capitaux de messieurs les forçats, les place, les leur conserve et les tient à la disposition de ceux qui s'évadent, ou de leurs familles, quand ils en disposent par testament, ou de leur maîtresse, quand ils tirent sur lui pour elle. De leur maîtresse? Vous voulez dire de leur femme, fit observer Poiret. Non, monsieur. Le forçat n'a généralement que des épouses illégitimes, que nous nommons des concubines. Ils vivent donc tous en état de concubinage? Conséquemment. Eh bien, dit Poiret, voilà des horreurs que monseigneur ne devrait pas tolérer. Puisque vous avez l'honneur de voir son Excellence, c'est à vous qui me paraissez avoir des idées philanthropiques à l'éclairer sur la conduite immorale de ces gens, qui donnent un très mauvais exemple au reste de la société. Mais, monsieur, le gouvernement ne les met pas là pour offrir le modèle de toutes les vertus. C'est juste. Cependant, monsieur, permettez. Mais laissez donc dire, monsieur, mon cher mignon, dit mademoiselle Michonneau. Vous comprenez, mademoiselle, reprit Gondureau, le gouvernement peut avoir un grand intérêt à mettre la main sur une caisse illicite, que l'on dit monter à un total assez majeur. Trompe-la-Mort encaisse des valeurs considérables en recélant non seulement les sommes possédées par quelques-uns de ses camarades, mais encore celles qui proviennent de la société des 10 000. 10 000 voleurs? S'écria Poiret effrayé. Non, la société des 10 000 est une association de hauts voleurs,
de gens qui travaillent en grand et ne se mêlent pas d'une affaire où il n'y a pas 10 000 francs à gagner. Cette société se compose de tout ce qu'il y a de plus distingué parmi ceux de nos hommes qui vont droit en cour d'assises. Ils connaissent le code et ne risquent jamais de se faire appliquer la peine de mort quand ils sont pincés. Collin est leur homme de confiance, leur conseil. À l'aide de ses immenses ressources, cet homme a su se créer une police à lui, des relations fort étendues qui l'enveloppent d'un mystère impénétrable. Quoique depuis un an nous l'ayons entouré d'espions, nous n'avons pas encore pu voir dans son jeu. Sa caisse et ses talents servent donc constamment à solder le vice, à faire les fonds au crime, et entretiennent sur pied une armée de mauvais sujets qui sont dans un perpétuel état de guerre avec la société. Saisir Trompe-la-Mort et s'emparer de sa banque, ce sera couper le mal dans sa racine. Aussi, cette expédition est-elle devenue une affaire d'État et de haute politique, susceptible d'honorer ceux qui coopéreront à sa réussite. Vous-même, monsieur, pourriez être de nouveau employé dans l'administration, devenir secrétaire d'un commissaire de police, fonction qui ne vous empêcherait point de toucher votre pension de retraite. Mais pourquoi, dit mademoiselle Michonneau, Trompe-la-Mort ne s'en va-t-il pas avec la caisse? Oh, fit l'agent, partout où il irait, il serait suivi d'un homme chargé de le tuer, s'il volait le bagne. Puis, une caisse ne s'enlève pas aussi facilement qu'on enlève une demoiselle de bonne maison. D'ailleurs, Collin est un gaillard incapable de faire un trait semblable, il se croirait déshonoré. Monsieur, dit Poiret, vous avez raison, il serait tout à fait déshonoré. Tout cela ne nous dit pas pourquoi vous ne venez pas tout bonnement vous emparer de lui, demanda mademoiselle Michonneau. Eh bien, mademoiselle, je réponds, mais, lui dit-il à l'oreille, empêchez votre monsieur de m'interrompre, ou nous n'en aurons jamais fini. Il doit avoir beaucoup de fortune pour se faire écouter, ce vieux-là. Trompe-la-Mort, en venant ici, a chaussé la peau d'un honnête homme. Il s'est fait bon bourgeois de Paris, il s'est logé dans une pension sans apparence, il est fin, allez, on ne le prendra jamais sans verre. Donc, monsieur Vautrin est un homme considéré, qui fait des affaires considérables. Naturellement, se dit Poiret à lui-même. Le ministre, si l'on se trompait en arrêtant un vrai Vautrin, ne veut pas se mettre à dos le commerce de Paris ni l'opinion publique. Monsieur le préfet de police branle dans le manche, il a des ennemis. S'il y avait erreur, ceux qui veulent sa place profiteraient des clabaudages et des criailleries libérales pour le faire sauter. Il s'agit ici de procéder comme dans l'affaire de Cognard, le faux comte de Sainte-Hélène. Si ça avait été un vrai comte de Sainte-Hélène, nous n'étions pas propres. Aussi faut-il vérifier. Oui, mais vous avez besoin d'une jolie femme, dit vivement mademoiselle Michonneau. Trompe-la-Mort ne se laisserait pas aborder par une femme, dit l'agent. Apprenez un secret. Il n'aime pas les femmes. Mais je ne vois pas alors à quoi je suis bonne pour une semblable vérification. Une supposition que je consentirais à la faire pour 2000 francs. Rien de plus facile, dit l'inconnu. Je vous remettrai un flacon contenant une dose de liqueur préparée pour donner un coup de sang qui n'a pas le moindre danger et simule une apoplexie. Cette drogue peut se mêler également au vin et au café. Sur le champ, vous transportez votre homme sur un lit et vous le déshabillez afin de savoir s'il ne meurt pas. Au moment où vous serez seul, vous lui donnerez une claque sur l'épaule. Paf, et vous verrez reparaître les lettres. Mais c'est rien du tout, ça, dit Poiret. Eh bien, consentez-vous dit Gondureau à la vieille fille. Mais, mon cher monsieur, dit mademoiselle Michonneau, au cas où il n'y aurait point de lettres, aurais-je les 2000 francs? Non. Quelle sera donc l'indemnité? 500 francs. Faire une chose pareille pour si peu. Le mal est le même dans la conscience, et j'ai ma conscience à calmer, monsieur. Je vous affirme, dit Poiret, que mademoiselle a beaucoup de conscience, outre que c'est une très aimable personne, et bien entendu. Eh bien, reprit mademoiselle Michonneau, donnez-moi 3000 francs si c'est Trompe-la-Mort, et rien si c'est un bourgeois. Ça va, dit Gondureau, mais à condition que l'affaire sera faite demain. Pas encore, mon cher monsieur. J'ai besoin de consulter mon confesseur. Finaude, dit l'agent en se levant. À demain alors. Et si vous étiez pressé de me parler, venez petite rue Sainte-Anne, au bout de la cour de la Sainte-Chapelle. Il n'y a qu'une porte sous la voûte. Demandez monsieur Gondureau.
Bianchon, qui revenait du cours de Cuvier, eut l'oreille frappée du mot assez original de trompe-la-mort et entendit le ça va du célèbre chef de la police de sûreté. Troisième partie, Trompe-la-Mort, 18e section. Pourquoi n'en finissez-vous pas? Ce serait 300 francs de rente viagère, dit Poiret à mademoiselle Michonneau. Pourquoi? dit-elle. Mais il faut y réfléchir. Si monsieur Vautrin était ce trompe-la-mort, peut-être y aurait-il plus d'avantage à s'arranger avec lui. Cependant, lui demander de l'argent, ce serait le prévenir, et il serait homme à décamper gratis. Ce serait un puf abominable. Quand il serait prévenu, reprit Poiret, ce monsieur ne nous a-t-il pas dit qu'il était surveillé? Mais vous perdriez tout. D'ailleurs, pensa mademoiselle Michonneau, je ne l'aime point, cet homme, il ne sait me dire que des choses désagréables. Mais, reprit Poiret, vous feriez mieux, ainsi que l'a dit ce monsieur, qui me paraît fort bien, outre qu'il est très proprement couvert, c'est un acte d'obéissance aux lois que de débarrasser la société d'un criminel, quelque vertueux qu'il puisse être. Qui a bu boira. S'il lui prenait fantaisie de nous assassiner tous. Mais que diable, nous serions coupables de ces assassinats, sans compter que nous en serions les premières victimes. La préoccupation de mademoiselle Michonneau ne lui permettait pas d'écouter les phrases tombant une à une de la bouche de Poiret, comme les gouttes d'eau qui suintent à travers le robinet d'une fontaine mal fermée. Quand une fois ce vieillard avait commencé la série de ces phrases, et que mademoiselle Michonneau ne l'arrêtait pas, il parlait toujours, à l'instar d'une mécanique montée. Après avoir entamé un premier sujet, il était conduit par ses parenthèses à en traiter de tout opposé, sans avoir rien conclu. En arrivant à la maison Vauquer, il s'était faufilé dans une suite de passages et de citations transitoires qui l'avaient amené à raconter sa déposition dans l'affaire du sieur Ragoulot et de la dame Morin, où il avait comparu en qualité de témoin à décharge. En entrant, sa compagne ne manqua pas d'apercevoir Eugène de Rastignac, engagé avec mademoiselle Taillefer dans une intime causerie, dont l'intérêt était si palpitant que le couple ne fit aucune attention au passage des deux vieux pensionnaires quand ils traversèrent la salle à manger. Ça devait finir par là, dit mademoiselle Michonneau à Poiret. Il se faisait des yeux à s'arracher l'âme depuis 8 jours. Oui, répondit-il, aussi fut-elle condamnée. Qui? Madame Morin. Je vous parle de mademoiselle Victorine, dit la Michonneau en entrant, sans y faire attention, dans la chambre de Poiret, et vous me répondez par madame Morin. Qu'est-ce que c'est que cette femme-là? De quoi serait donc coupable mademoiselle Victorine? Demanda Poiret. Elle est coupable d'aimer monsieur Eugène de Rastignac et va de l'avant sans savoir où ça l'amènera. Pauvre innocente. Eugène avait été pendant la matinée réduit au désespoir par madame de Nucingen. Dans son fort intérieur, il s'était abandonné complètement à Vautrin, sans vouloir sonder ni les motifs de l'amitié que lui portait cet homme extraordinaire, ni l'avenir d'une semblable union. Il fallait un miracle pour le tirer de l'abîme où il avait déjà mis le pied depuis 1 heure, en échangeant avec mademoiselle Taillefer les plus douces promesses. Victorine croyait entendre la voix d'un ange, les cieux s'ouvraient pour elle, la maison Vauquer se parait des teintes fantastiques que les décorateurs donnent au palais de théâtre. Elle aimait, elle était aimée, elle le croyait du moins. Et quelle femme ne l'aurait cru comme elle, en voyant Rastignac, en l'écoutant durant cette heure dérobée à tous les argus de la maison, en se débattant contre sa conscience, en sachant qu'il faisait mal et voulant faire mal, en se disant qu'il rachèterait ce péché véniel par le bonheur d'une femme, il s'était embelli de son désespoir et resplendissait de tous les feux de l'enfer qu'il avait au cœur. Heureusement pour lui, le miracle eut lieu. Vautrin entra joyeusement et lut dans l'âme des deux jeunes gens qu'il avait mariés par les combinaisons de son infernal génie, mais dont il troubla soudain la joie en chantant de sa grosse voix railleuse « Ma Fanchette est charmante dans sa simplicité ». Victorine se sauva en emportant autant de bonheur qu'elle avait eu jusqu'alors de malheur dans sa vie. Pauvre fille, un serrement de main, sa joue effleurée par les cheveux de Rastignac,
une parole dite si près de son oreille qu'elle avait senti la chaleur des lèvres de l'étudiant, la pression de sa taille par un bras tremblant, un baiser pris sur son cou, furent les accordailles de sa passion, que le voisinage de la grosse Sylvie, menaçant d'entrer dans cette radieuse salle à manger, rendit plus ardente, plus vive, plus engageante que les plus beaux témoignages de dévouement racontés dans les plus célèbres histoires d'amour. Ces menus suffrages, suivant une jolie expression de nos ancêtres, paraissaient être des crimes à une pieuse jeune fille confessée tous les 15 jours. En cette heure, elle avait prodigué plus de trésors d'âme que plus tard, riche et heureuse, elle n'en aurait donné en se livrant tout entière. L'affaire est faite, dit Vautrin à Eugène. Nos deux dandys se sont piochés. Tout s'est passé convenablement. Affaire d'opinion. Notre pigeon a insulté mon faucon. À demain, dans la redoute de Clignancourt. À 8h30, mademoiselle Taillefer héritera de l'amour et de la fortune de son père, pendant qu'elle sera là, tranquillement, à tremper ses mouillettes de pain beurré dans son café. N'est-ce pas drôle à se dire? Ce petit Taillefer est très fort à l'épée. Il est confiant comme un brelan carré. Mais il sera saigné par un coup que j'ai inventé, une manière de relever l'épée et de vous piquer le front. Je vous montrerai cette botte-là, car elle est furieusement utile. Rastignac écoutait d'un air stupide et ne pouvait rien répondre. En ce moment, le père Goriot, Bianchon et quelques autres pensionnaires arrivèrent. Voilà comme je vous voulais, lui dit Vautrin. Vous savez ce que vous faites. Bien, mon petit Aiglon, vous gouvernerez les hommes. Vous êtes fort, carré, poilu. Vous avez mon estime. Il voulut lui prendre la main. Rastignac retira vivement la sienne et tomba sur une chaise en pâlissant. Il croyait voir une mare de sang devant lui. Ah, nous avons encore quelques petits langes tachés de vertu, dit Vautrin à voix basse. Papa d'Oliban a 3 millions, je sais sa fortune. La dot vous rendra blanc comme une robe de mariée et à vos propres yeux. Rastignac n'hésita plus. Il résolut d'aller prévenir pendant la soirée messieurs Taillefer, père et fils. En ce moment, Vautrin l'ayant quitté, le père Goriot lui dit à l'oreille « Vous êtes triste, mon enfant. Je vais vous égayer, moi. Venez. » Et le vieux vermicelier allumait son ras de cave à une des lampes. Eugène le suivit, tout ému de curiosité. « Entrons chez vous, dit le bonhomme, qui avait demandé la clé de l'étudiant à Sylvie. Vous avez cru ce matin qu'elle ne vous aimait pas, hein reprit-il. Elle vous a renvoyé de force, et vous vous en êtes allé, fâché, désespéré. Nigodinos, elle m'attendait, comprenez-vous? Nous devions aller achever d'arranger un bijou d'appartement dans lequel vous irez demeurer d'ici à 3 jours. Ne me vendez pas. Elle veut vous faire une surprise. Mais je ne tiens pas à vous cacher plus longtemps le secret. Vous serez rue d'Artois, à 2 pas de la rue Saint-Lazare. Vous y serez comme un prince. Nous vous avons eu des meubles comme pour une épousée. Nous avons fait bien des choses depuis 1 mois en ne vous en disant rien. Mon avoué s'est mis en campagne, ma fille aura ses 36 000 francs par an, l'intérêt de sa dot, et je vais faire exiger le placement de ces 800 000 francs en bons biens au soleil. Eugène était muet et se promenait, les bras croisés de long en long, dans sa pauvre chambre en désordre. Le père Goriot saisit un moment où l'étudiant lui tournait le dos et mit sur la cheminée une boîte en maroquin rouge, sur laquelle étaient imprimées en or les armes de Rastignac. Mon cher enfant, disait le pauvre bonhomme, je me suis mis dans tout cela jusqu'au cou. Mais, voyez-vous, il y avait à moi bien de l'égoïsme. Je suis intéressé dans votre changement de quartier. Vous ne me refuserez pas, hein, si je vous demande quelque chose. Que voulez-vous? Au-dessus de votre appartement, au 5e, il y a une chambre qui en dépend. J'y demeurerai, pas vrai? Je me fais vieux, je suis trop loin de mes filles. Je ne vous gênerai pas. Seulement je serai là. Vous me parlerez d'elles tous les soirs. Ça ne vous contrariera pas, dites. Quand vous rentrerez, que je serai dans mon lit, je vous entendrai, je me dirai il vient de voir ma petite Delphine. Il l'a menée au bal. Elle est heureuse par lui. Si j'étais malade, ça me mettrait du baume dans le cœur de vous écouter revenir, vous remuer, aller.
Il y aura tant de ma fille en vous. Je n'aurai qu'un pas à faire pour être aux Champs-Élysées, où elle passe tous les jours. Je les verrai toujours, tandis que quelquefois j'arrive trop tard. Et puis elle viendra chez vous, peut-être. Je l'entendrai. Je la verrai dans sa douillette du matin, trottant, allant gentiment comme une petite chatte. Elle est redevenue depuis un mois ce qu'elle était, jeune fille, gaie, pimpante. Son âme est en convalescence. Elle vous doit le bonheur. Oh, je ferai pour vous l'impossible. Elle me disait tout à l'heure en revenant, Papa, je suis bien heureuse. Quand elle me dit cérémonieusement mon père, elle me glace, mais quand elle m'appelle papa, il me semble encore les voir petites. Elles me rendent tous mes souvenirs. Je suis mieux leur père. Je crois qu'elles ne sont encore à personne. Le bonhomme s'essuya les yeux, il pleurait. Il y a longtemps que je n'avais entendu cette phrase, longtemps qu'elle ne m'avait donné le bras. Oh oui, voilà bien 10 ans que je n'ai marché côte à côte avec une de mes filles. Est-ce bon de se frotter à sa robe, de se mettre à son pas, de partager sa chaleur? Enfin, j'ai mené Delphine ce matin partout. J'entrai avec elle dans les boutiques, et je l'ai reconduite chez elle. Oh, gardez-moi près de vous. Quelquefois vous aurez besoin de quelqu'un pour vous rendre service, je serai là. Oh, si cette grosse souche d'Alsacien mourait, si sa goutte avait l'esprit de remonter dans l'estomac, ma pauvre fille serait-elle heureuse? Vous seriez mon gendre, vous seriez ostensiblement son mari. Bah, elle est si malheureuse de ne rien connaître au plaisir de ce monde, que je l'absous de tout. Le bon Dieu doit être du côté des pères qui aiment bien. Elle vous aime trop, dit-il en hochant la tête après une pause. En allant, elle causait de vous avec moi. N'est-ce pas, mon père, il est bien. Il a bon cœur. Parle-t-il de moi? Bah, elle m'en a dit. Depuis la rue d'Artois jusqu'au passage des panoramas, des volumes. Elle m'a enfin versé son cœur dans le mien. Pendant toute cette bonne matinée, je n'étais plus vieux, je ne pesais pas une once. Je lui ai dit que vous m'aviez remis le billet de 1000 francs. Oh, la chérie, elle en a été émue aux larmes. Qu'avez-vous donc là sur votre cheminée? Dit enfin le père Goriot, qui se mourait d'impatience en voyant Rastignac immobile. Eugène, tout abasourdi, regardait son voisin d'un air hébété. Ce duel, annoncé par Vautrin pour le lendemain, contrastait si violemment avec la réalisation de ses plus chères espérances, qu'il éprouvait toutes les sensations du cauchemar. Il se tourna vers la cheminée, y aperçut la petite boîte carrée, l'ouvrit et trouva dedans un papier qui couvrait une montre de Breguet. Sur ce papier étaient écrits ces mots: Je veux que vous pensiez à moi à toute heure, parce que Delphine. Ce dernier mot faisait sans doute allusion à quelque scène qui avait eu lieu entre eux. Eugène en fut attendri. Ses armes étaient intérieurement émaillées dans l'or de la boîte. Ce bijou si longtemps envié, la chaîne, la clef, la façon, les dessins répondaient à tous ses vœux. Le père Goriot était radieux. Il avait sans doute promis à sa fille de lui rapporter les moindres effets de la surprise que causerait son présent à Eugène, car il était entier dans ses jeunes émotions et ne paraissait pas le moins heureux. Il aimait déjà Rastignac, et pour sa fille, et pour lui-même. Vous irez la voir ce soir? Elle vous attend. La grosse souche d'Alsacien soupe chez sa danseuse. Ah ah! Il était bien sot quand mon avoué lui a dit son fait. Ne prétend-il pas aimer ma fille à l'adoration? Qu'il y touche et je le tue. L'idée de savoir ma Delphine a... Il soupira. Me ferait commettre un crime. Mais ce ne serait pas un homicide, c'est une tête de veau sur un corps de porc. Vous me prendrez avec vous, n'est-ce pas? Oui, mon bon père Goriot, vous savez bien que je vous aime. Je le vois, vous n'avez pas honte de moi, vous. Laissez-moi vous embrasser. Et il serra l'étudiant dans ses bras. Vous la rendrez bien heureuse, promettez-le-moi. Vous irez ce soir, n'est-ce pas? Oh oui, je dois sortir pour des affaires qu'il est impossible de remettre. Puis-je vous être bon à quelque chose? Ma foi, oui. Pendant que j'irai chez madame de Nucingen, allez chez monsieur Taillefer, le père, lui dire de me donner une heure dans la soirée pour lui parler d'une affaire de la dernière importance. Serait-ce donc vrai, jeune homme? Dit le père Goriot en changeant de visage. Feriez-vous la cour à sa fille, comme le disent ces imbéciles d'en bas? Tonnerre de Dieu! Vous ne savez pas ce que c'est qu'une tape à la Goriot. Et si vous nous trompiez?
ce serait l'affaire d'un coup de poing. Oh, ce n'est pas possible. Je vous jure que je n'aime qu'une femme au monde, dit l'étudiant. Je ne le sais que depuis un moment. Ah, quel bonheur, fit le père Goriot. Mais reprit l'étudiant, le fils de Taillefer se bat demain, et j'ai entendu dire qu'il serait tué. Qu'est-ce que cela vous fait, dit Goriot. Mais il faut lui dire d'empêcher son fils de se rendre, s'écria Eugène. En ce moment, il fut interrompu par la voix de Vautrin qui se fit entendre sur le pas de sa porte où il chantait ô Richard, ô mon roi, l'univers t'abandonne. Broum, 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 broum. J'ai longtemps parcouru le monde, et l'on m'a vu, tralalalala. Messieurs, cria Christophe, la soupe vous attend, et tout le monde est à table. Tiens, dit Vautrin, viens prendre une bouteille de mon vin de Bordeaux. La trouvez-vous jolie, la montre, dit le père Goriot. Elle a bon goût, hein? Vautrin, le père Goriot et Rastignac descendirent ensemble et se trouvèrent par suite de leur retard placés à côté les uns des autres à table. Eugène marqua la plus grande froideur à Vautrin pendant le dîner, quoique jamais cet homme si aimable aux yeux de madame Vauquer n'eût déployé autant d'esprit. Il fut pétillant de saillie et sut mettre en train tous les convives. Cette assurance, ce sang-froid consternaient Eugène. Sur quelle herbe avez-vous donc marché aujourd'hui lui dit madame Vauquer. Vous êtes gai comme un pinson. Je suis toujours gai quand j'ai fait de bonnes affaires. Des affaires dit Eugène. Eh bien oui, j'ai livré une partie de marchandises qui me vaudra de bons droits de commission. Mademoiselle Michonneau, dit-il en s'apercevant que la vieille fille l'examinait, ai-je dans la figure un trait qui vous déplaise, que vous me faites l'œil américain? Faut le dire. Je le changerai pour vous être agréable. Poiret, nous ne nous fâcherons pas pour ça, hein, dit-il en guignant le vieil employé. Sac à papier, vous devriez poser pour un Hercule farceur, dit le jeune peintre à Vautrin. Ma foi, ça va, si mademoiselle Michonneau veut poser en Vénus du Père-Lachaise, répondit Vautrin. Et Poiret, dit Bianchon. Oh, Poiret posera en Poiret, ce sera le dieu des jardins, s'écria Vautrin. Il dérive de poire. Molle, reprit Bianchon, vous seriez alors entre la poire et le fromage. Tout ça, c'est des bêtises, dit madame Vauquer, et vous feriez mieux de nous donner de votre vin de Bordeaux dont j'aperçois une bouteille qui montre son nez. Ça nous entretiendra en joie, outre que c'est bon à l'estomac. Messieurs, dit Vautrin, madame la présidente nous rappelle à l'ordre. Madame Couture et mademoiselle Victorine ne se formaliseront pas de vos discours badins, mais respectez l'innocence du père Goriot. Je vous propose une petite bouteillorama de vin de Bordeaux que le nom de Laffitte rend doublement illustre, soit dit sans allusion politique. Allons, chinois, dit-il, en regardant Christophe qui ne bougea pas. Ici, Christophe. Comment tu n'entends pas ton nom? Chinois, amène les liquides. Voilà, monsieur, dit Christophe en lui présentant la bouteille. Après avoir rempli le verre de Gênes et celui du père Goriot, il s'en versa lentement quelques gouttes qu'il dégusta, pendant que ses deux voisins buvaient, et tout à coup il fit une grimace. Diable, diable, il sent le bouchon. Prends cela pour toi, Christophe, et va nous en chercher. À droite, tu sais, nous sommes 16, descends 8 bouteilles. Puisque vous vous fendez, dit le peintre, je paye un 100 de marron. Oh oh. Bouh. Prrr. Chacun poussa des exclamations qui partirent comme les fusées d'une girandole. Allons, maman Vauquer, 2 de champagne, lui cria Vautrin. Quien, c'est cela. Pourquoi pas demander la maison? 2 de champagne, mais ça coûte 12 francs. Je ne les gagne pas, non? Mais si monsieur Eugène veut les payer, j'offre du cassis. V'là son cassis qui purge comme de la manne, dit l'étudiant en médecine à voix basse. Veux-tu te taire, Bianchon? S'écria Rastignac. Je ne peux pas entendre parler de manne sans que le cœur. Oui, va pour le vin de champagne, je le paye, ajouta l'étudiant. Sylvie, dit madame Vauquer, donnez les biscuits et les petits gâteaux. Vos petits gâteaux sont trop grands, dit Vautrin. Ils ont de la barbe. Mais quant aux biscuits, à boulet.